la majorité des personnes sont arrivées. Et je suis heureux de participer avec vous à ce webinaire de fin d'année, Kizeo Forms, qui est dédié à voir un peu ce qui s'est passé cette année et avoir des petits aperçus de ce qui se passera l'année prochaine. Alors, je précise, il ne s'agit pas de webinaire où je vais rentrer dans un détail de configuration, de démonstration, comme on a l'habitude de faire. Là, c'est un webinaire plus qui vise à rappeler ce qui a été fait dans l'année. Alors, bien sûr, je vais manipuler un peu, mais je ne vais pas rentrer, comme on fait d'habitude, dans les menus de Kizeo Forms pour montrer les configurations. Avec moi, il y a Patrick Carloni, je pense que pas mal d'entre vous le connaissent. Il est chez nous le référent support technique et il s'occupe notamment de vous aider sur des intégrations API. Et puis moi, c'est Charles, et ça fait un petit moment que je n'ai pas animé de webinaire. Peut-être certaines ou certains d'entre vous ont pu assister à un de mes webinaires. Lorsque j'étais au support de Kizeo, je travaillais avec Patrick, j'étais référent technique grand compte. Et il y a 2 ans, je suis passé Product Owner, Product Manager chez Kizeo. Je vais passer en revue évidemment quelques chiffres avant de commencer ce webinaire. Kizeo, c'est une entreprise française. On est basé à Avignon, le siège est à Avignon. Tout le monde travaille à Avignon. Ça fait maintenant 12 ans qu'on existe. Et en quelques années, 4 ans, on est passé de 10 collaborateurs à 50 aujourd'hui. Donc, on se porte plutôt pas mal. Et puis, on est présent dans 62 pays dans le monde. Pour vous donner un aperçu, il y a en moyenne 2,6 millions de rapports et de formulaires qui sont envoyés par mois. On a dépassé le seuil des 100 000 utilisateurs et nous avons à peu près 4 000 clients organisations qui utilisent Kizeo Forms. Alors, le programme du webinaire, en plus détaillé, donc nous verrons ce qui s'est passé en 2023 et je commencerai par ce qu'on appelle les intégrations. On va voir ça après. J'enchaînerai avec les automatisations, alors ça va de pair en général. Et puis après, je listerai les nouveautés qui n'ont rien à voir avec les intégrations et des automatisations. Et puis après, je vous ferai part d'une avant-première pour 2024. C'est la mise à jour automatique de listes. Je ne sais pas si ça parle à certains ou si ça reste mystérieux, on va voir ça tout à l'heure. Puis avec cette mise à jour automatique de liste, on pourra parler de gestion de stock. Et puis enfin, il y a Patrick qui nous rejoindra à la fin de webinaire pour les questions qui auront été posées pendant toute la présentation. À ce propos, je fais un petit point sur l'interaction de ce live. L'onglet chat, voilà, il est juste destiné à des problèmes techniques. Un peu comme tout à l'heure, je vous ai demandé, vous m'entendez, vous voyez bien mon écran, vous pouvez me répondre par là. Vous devez avoir un onglet questions, je pense. Là, c'est pour poser vos questions, c'est-à-dire toutes questions qui vous viennent pendant ma présentation et en rapport avec la présentation, vous pouvez les poser sur ce chat. Patrick, lui, il suit tout ça jusqu'à la fin. Il va toutes les répertorier, les ranger et quand il me rejoindra, on répondra à toutes ces questions. Okay. L'idée, c'est que s'il répond en live, on a tendance après à partir sur le chat et on n'écoute plus la présentation, c'est un peu dommage. Donc, on traitera tout ça à la fin du webinaire, quand il me rejoindra. Et si vraiment, il y a énormément de questions, celle ne pourra pas répondre, ne vous inquiétez pas, on vous répondra ensuite, le service client vous répondra dans les jours qui viennent par email. Okay. Donc, le but du jeu, c'est que tout le monde ait la réponse à ces questions. Juste une chose, je vous demande, je sais que c'est tentant de poser des questions sur des autres fonctionnalités, sur des choses qui sont peut-être pas le sujet du webinaire. S'il vous plaît, pour ça, contactez directement le support. D'accord? Tout va bien pour tout le monde. Et quand vous me voyez lever la tête, c'est que je regarde mon deuxième écran et merci. Je vérifie que tout le monde m'entend toujours et tout le monde me voit toujours. OK, c'est parfait. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, des petits événements qui sont passés en 2023 chez Kizeo. Vous avez dû voir au début de l'été, c'était fin juin, début juillet, le logo Kizeo
a changé. Hein, donc maintenant, ça rappelle un peu ce Tetris qui est apparu. Donc ça, c'est l'image générale de la marque Kizeo qui a été changée. Ensuite, vous avez dû voir apparaître il y a quelques semaines, il y a un mois maintenant, le nouveau centre d'aide Kizeo Forms qui remplace notre site internet avec tous les tutoriels qui sont répertoriés dedans. Donc là, l'idée, c'était de proposer un support plus rapide, plus efficace pour la recherche de tutoriels sur notre site internet. Et puis, il y a quelques jours, on a été élu service client de l'année. Voilà, donc on voulait vous en faire part, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est vrai qu'en général, on a des bons retours de votre part, mais voilà, en plus d'avoir cet agrément, je dirais, ça nous a fait plaisir. Donc, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, on est testé sans le savoir. Hein. On nous appelle, ils se font passer par des faux clients, ils nous posent des problématiques et puis ils évaluent qu'on répond correctement ou pas. Voilà pour ces nouvelles. Et puis, écoutez, je vous propose d'entamer la première partie et les intégrations. Et merci pour les félicitations que je vois défiler. Alors, je vais toujours utiliser le même principe, le back-office de Kizeo Forms que vous devez connaître très bien. Et puis à droite, quand c'est nécessaire, l'application. Donc, pour commencer, je vais vous présenter ça. Et je vais parler d'une intégration qui est sortie il y a quelques semaines et qui s'appelle Zapier. Là, j'ai switché sur l'interface d'administration pour rappeler que ce menu intégration, qui est maintenant ici à gauche, est apparu en fait en début d'année, si je ne me trompe pas. Et puis, on commence à y mettre des intégrations pour que vous compreniez la stratégie de Kizeo. Pour Kizeo Forms depuis 2023, c'est d'enrichir ces intégrations. C'est-à-dire que on sait qu'aujourd'hui, le besoin, c'est que nos clients puissent connecter Kizeo Forms à une multitude de logiciels. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que, je dirais plutôt les grands comptes, les grandes entreprises ont connecté Kizeo Forms grâce à ce qu'on appelle l'API, principalement. Mais il faut être informaticien, il faut avoir des développeurs. Ça marche très bien, mais c'est assez lourd à mettre en place. Donc, du coup, on doit aussi contenter un public qui ne peut pas se permettre forcément d'avoir des développeurs. Et ça passe par des intégrations. Donc, on propose de connecter des logiciels. Celles qui sont apparues cette année, c'est DocuSign. Je vais en parler aussi après. Dropbox existait déjà, mais on l'a déplacé ici. C'était plus cohérent. Track déchets ne sera pas le sujet aujourd'hui, mais c'est une prestation purement française et on propose des prestations payantes. Et puis, enfin, est apparu Zapier. Très rapidement, Zapier. Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme, alors j'ai vu Mike, c'est une plateforme qui permet, en créant un compte, de connecter son logiciel à une multitude de logiciels, et ce, de manière très simple. Quand je dis très simple, c'est presque monsieur, madame, tout le monde est capable, avec Zapier, de connecter Kizeo Forms à un logiciel que vous utilisez presque tous les jours au travail. Et donc, je vais commencer par ça. Je vais vous montrer deux cas d'usage qui, évidemment, nous remontent très souvent. C'est l'utilisation de Zapier pour envoyer des informations Kizeo Forms vers un Google Drive. Okay. Donc, je montre avec Google Drive, mais vous pouvez imaginer que vous pouvez le faire avec OneDrive de Microsoft et tout autre Drive qui existe. Okay. Et puis, je vais vous montrer aussi qu'on peut enrichir un Google Sheet. Donc, je reste sur la suite Google qu'on utilise chez Kizeo, mais vous pouvez aussi imaginer renseigner un Excel. Et c'est parti pour la démonstration. Alors, j'ai pris un formulaire vraiment très basique et très simple que je vais remplir, sur l'application mobile. Donc, c'est un rapport d'intervention. D'accord ? J'ai fait un diagnostic il y a quelques jours. Je vais renseigner. C'était, le 1er décembre, chez Kizeo. Voilà, j'ai rentré l'adresse mail de Kizeo, donc formation@kizeo.com, et je me suis raté. L'adresse du site, écoutez, je vais me géolocaliser. Voilà, date de l'intervention, c'est aujourd'hui, je viens de faire l'intervention, et l'intervention, c'était sur
une chaudière fuel, commentaire, c'était remplissage de la cuve. Allez. D'accord, donc voilà, j'ai fait mon petit rapport. Je vais l'enregistrer, l'envoyer depuis mon application. Là, tout le monde connaît ce qui se passe. L'application va dire qu'elle a envoyé la donnée. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de recevoir le rapport par mail. Ça, Kiseoforms le fait depuis des années. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le rapport directement rangé dans mon Drive et pas avoir à lire mon email pour aller télécharger mon rapport et le mettre dans le Drive. Puis en plus, tant qu'à faire, j'ai un Excel avec des lignes qui se mettent à jour à chaque fois qu'il y a une intervention. Et si je peux éviter de le remplir moi-même ou de l'exporter à la fin de la semaine depuis Kiseoforms, ça serait bien que ça se fasse automatiquement. Donc là, je viens d'enregistrer ma donnée. Et puis, je vais aller sur mon Drive. J'ai déjà ouvert mon Drive. Et là, vous voyez, vient d'apparaître mon rapport chaudière fuel du site Kiseo. D'accord ? Avec la date du jour. Parfait. Si je l'ouvre, bien entendu, j'ai pris le rapport standard, PDF de Kiseoforms. J'ai bien mon information. Super. Et puis, si je vais dans mon Google Sheet, hop, vous voyez la ligne qui vient d'apparaître, la donnée que je viens de renseigner, qui vient d'être enregistrée et réceptionnée sur le back-office, vient de s'afficher sur mon Google Sheet. Ces deux cas d'usage qui nous sont très demandés, c'est pour ça que je vous montre cela. Et tout ça se passe par l'interface Zapier. Aucune configuration n'est faite depuis Kiseoforms, d'accord? Ni dans le formulaire, nulle part. Il faut avoir un compte Zapier, on peut avoir un compte gratuit, on peut avoir un compte payant. Je ne vais pas vous mentir, si vous avez le compte gratuit, très vite, vous allez être bloqué s'il y a beaucoup d'envois qui doivent se faire par jour. Et c'est ici, donc ça c'est mon propre compte, que j'ai créé ce qu'on appelle un Zap chez Zapier, c'est le nom, c'est une automatisation si vous voulez. C'est ici que j'ai créé mon automatisation Google Drive et Google Sheet. Bien sûr, je peux en créer d'autres. Si je rentre dans l'automatisation Google Drive, comment ça se passe? En fait, vous dites, il y a une première étape qui consiste à renseigner son compte Kiseoforms, évidemment. On doit aller chercher quel est le compte Kiseoforms, où on doit récupérer l'information. Pour ça, on s'identifie avec ce qu'on appelle un token. Pour avoir un token, c'est une clé, c'est une chaîne de caractères, d'accord? Il suffit d'appeler le support, de leur demander ou d'envoyer un email pour avoir ce token. Et il suffit de copier-coller ensuite ce token qu'on vous enverra dans Zapier. Très prochainement, vous aurez le loisir de créer ces tokens vous-même depuis Kiseoforms. Je vous demande de patienter encore quelques semaines. Ensuite, on va dire qu'est-ce que Kiseoforms doit faire. Donc là, par exemple, j'ai expliqué que je voulais récupérer le PDF, d'accord, standard. Mais si vous avez créé vos propres rapports personnalisés dans Kiseoforms, bien entendu, vous pouvez aller les chercher dans les listes, d'accord. Et puis après, qu'est-ce que j'ai dit? Tu m'envoies ça dans Google Drive. Et donc là, on prend l'intégration Google Drive que Zapier propose. On renseigne son identifiant, évidemment, de Google. Et puis après, on renseigne le dossier dans lequel doit être déposé son rapport. Ce n'est pas plus difficile que ça. Si je prends Google Sheet, c'est le même principe. Au début, j'ai paramétré mon compte Kiseoforms. Je lui ai dit là que je n'allais pas récupérer un PDF standard cette fois-ci, mais que j'allais récupérer directement la donnée. Et ensuite, Zapier m'a proposé l'intégration Google Sheet que j'ai renseignée en renseignant mon compte Google, mon identifiant, et en renseignant quelle feuille de calcul je souhaitais remplir. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Zapier, ça marche comme ça, Zapier. On clique sur un petit bouton en haut à droite qui s'appelle Create. New Zap, Zap, donc vous avez compris, c'est leur nom pour appeler une automation. Et puis, on commence par la première étape. Et là, on tape le nom du logiciel qu'on souhaite connecter. Donc là, évidemment, je vais commencer par Kiseoforms, bien sûr. C'est Kiseoforms que je veux connecter à un logiciel.
Et puis après, je pense à SharePoint, par exemple, c'est quelque chose qui nous est demandé assez souvent. Si on clique sur SharePoint, on a bien l'intégration qui apparaît. Et donc là, je vous disais, cette intégration, évidemment, nécessite un compte payant de Zapier. Je vois qu'il y a des questions sur le chat. Attention de bien poser dans l'onglet questions pour que Patrick puisse réunir tout ça. Pourquoi nous avons choisi Zapier? Parce que Zapier est, sur le marché mondial, celui qui propose le plus d'applications. Je vous disais que la stratégie de Kizeo depuis 2023 était de proposer des intégrations et de faire un maximum pour que nos clients puissent connecter Kizeo Forms à plein d'applications. C'est un chemin qui devrait durer 2 ans, c'est-à-dire que sur 2024, on va continuer. On a fait le choix de commencer par Zapier pour la raison que je viens de vous évoquer. Il propose énormément de logiciels. Ça permettra à un bon nombre de nos clients déjà de pouvoir connecter Kizeo Forms. J'ai vu tout à l'heure passer sur le chat Make. Le prochain qui va prendre place dans le menu intégration, c'est effectivement Make. Make, c'est un concurrent de Zapier. D'accord? C'est un fonctionnement assez similaire. Il propose aussi beaucoup d'applications. Ça va arriver très prochainement. Et ensuite, courant 2024, il y aura un autre service qui va apparaître, mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc, d'ici la fin 2024, tout le monde devrait trouver son bonheur pour assez facilement pouvoir connecter Kizeo Forms au logiciel de son choix. J'espère que j'ai été clair et je vais continuer la démonstration. Zapier, quand vous allez dans le menu intégration, si vous cliquez sur la petite fenêtre qui permet de connecter, vous serez redirigé vers le site de Zapier. D'accord? Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur ce lien. Je vais continuer ma démonstration avec DocuSign, qui est aussi une intégration qui a été très, très, très demandée ces dernières années. Celle-ci, on a décidé de la développer nous-mêmes et je vais aller l'activer pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous avez dû voir apparaître cette année ce petit menu en haut à droite qui s'appelle « Configuration des automatisations » et c'est ici que petit à petit, on a sorti les nouveautés en 2023. Et avant de passer à la signature électronique, j'ai oublié de vous parler du webbook. Et de revenir sur Zapier, mes 2 configurations que je viens de vous présenter, donc Google Sheet et Google Drive, que j'ai créé sur mon compte Zapier, que j'ai associé à ce formulaire. Si vous allez dans le menu automatisation, vous voyez dans l'onglet, dans la partie webbook, qu'il y a une configuration Zapier Google Drive qui est apparue et une configuration Zapier Google Sheet qui est apparue. Ça, c'est pas moi qui les ai créés. C'est en connectant mon compte Kizeo Forms et mon formulaire pour récupérer le PDF standard et récupérer les informations dans le Google Sheet que Zapier a envoyé une petite information. Donc, ici, le seul but est de vous montrer que ce formulaire est associé à une automatisation, un workflow dans Zapier pour Google Drive et pour Google Sheet. D'accord? Donc, ces 2 lignes sont apparues automatiquement. La seule action que vous pourrez faire ici, c'est soit de supprimer ces automatisations ou de les désactiver s'il y a besoin. D'accord? Ensuite, il y a ce module Webbook qui est apparu et pour lequel on peut ajouter des configurations. Le webbook, c'est quelque chose, là pour le coup, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde, d'accord? C'est plus pour les informaticiens, pas forcément des développeurs, mais des informaticiens, de services informatiques, de sociétés qui ont des services informatiques. Le webbook, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme une notification, si vous voulez. C'est quelque chose qui permet de dire, par exemple, j'ai une donnée qui a été enregistrée, coucou, voilà, je te le signale. C'est quelque chose qui nous est très demandé puisque aujourd'hui, les services informatiques qui ont connecté Kizeo Forms, ils viennent piocher régulièrement chez nous, chez Kizeo Forms, ils viennent vérifier s'il y a des nouvelles données qui ont été enregistrées. D'accord? Donc, il y a comme une routine, par exemple, toutes les minutes, hop, on va vérifier chez Kizeo Forms s'il y a du nouveau. Le webbook, lui, permet d'éviter de venir voir toutes les minutes. Lui, il vient vous le dire.
d'accord? Il vient vous dire « Coucou, ça y est, c'est bon, j'ai une nouvelle donnée qui a été enregistrée, tu peux venir récupérer les informations. » C'est très utilisé pour des choses, je pense, que vous utilisez tous les jours. Par exemple, un envoi de SMS, une notification sur Slack. Je ne sais pas si vous utilisez cette messagerie Slack en interne. Pour afficher des informations, il faut qu'on envoie cette information, qu'on prévienne. Donc le webhook va permettre à des services informatiques d'attendre que Kiséoforms dise « il y a une donnée qui a été enregistrée » pour pouvoir déclencher des workflows en amont de Kiséoforms. Voilà. J'espère que j'ai été clair. C'est difficile de rentrer dans le détail puisque ce sont là les informaticiens qui vont savoir quoi faire de cette automatisation. C'était demandé depuis quelques années. Et je passe au prochain sujet, donc DocuSign. Je vais activer l'automatisation que j'avais désactivée pour la première démo. Et je vais retourner dans mon formulaire. DocuSign, c'est un applicatif qui permet de signer numériquement des documents. En fait, ça a une valeur juridique. Donc, il y a, je pense que vous connaissez tous, le champ signature de Kiséoforms. Le champ signature qui permet de signer avec le doigt sur un appareil mobile. Un champ signature, c'est très bien, mais c'est une valeur contractuelle. C'est-à-dire, si demain, ça valide que la personne est consentante, mais si demain, il y a quoi que ce soit et on doit se retrouver devant un tribunal, ça n'a pas de valeur juridique. En revanche, des prestataires comme DocuSign proposent des signatures bien spécifiques, électroniques, qui peuvent être utilisées dans le cadre avec un tribunal, par exemple. Et de plus en plus, dans les dernières années, de plus en plus de documents doivent être enregistrés et signés numériquement. C'est pour ça que ça nous était très régulièrement demandé. Comment ça fonctionne? Je vais refaire exactement la même chose. Je vais renseigner une donnée. Alors, c'est reparti. Diagnostic. Bon, j'ai fait un diagnostic le 1er décembre. L'entreprise s'appelle CBA. L'adresse mail... Hop. Tac, je vais remettre l'adresse de mon site. Je suis intervenu aujourd'hui. Je pompe à chaleur, nettoyage. Allez, hop. Je vais enregistrer. Et ça, ce document, je veux le faire signer numériquement. Donc, j'enregistre la donnée. Je vais aller sur DocuSign, qui a dû se déconnecter entre-temps. Et oui. Donc, je vais me reconnecter. Ça arrive. Voilà. Là, je me suis connecté à un compte DocuSign. Bien entendu, il faut un compte DocuSign. Et je suis sur le tableau d'accueil. Et vous voyez que là, je viens d'enregistrer une donnée. Et sur mon tableau d'accueil, il y a une donnée en attente de signature. C'est-à-dire que moi, je peux suivre l'état d'avancement de mes documents. C'est celui que je viens d'enregistrer. D'accord, hein, il vient d'arriver à 11h25. Et je vois que pour l'instant, j'attends que tous les signataires, on appelle ça, signent leurs documents. Donc, dans la configuration, j'ai évidemment paramétré les choses pour que les bonnes personnes reçoivent ce document à signer. Et moi, par exemple, si je vais dans ma boîte mail, je vois que là, je viens de recevoir un document que je dois examiner et que je dois signer. C'est bien mon rapport d'intervention. Donc, je vais, en tant que signataire, cliquer sur ce bouton. Ça va m'emmener sur l'interface DocuSign. Je n'ai pas besoin, moi, d'avoir de compte DocuSign. Hein. Dans ce cas-là, en tant que signataire, pas de problème. Je peux aller signer un document sans avoir de compte chez eux. Là, je vais lire le rapport. Je vais dire que je suis OK. Et puis, je vais pouvoir apposer ma signature. Je signe.
c'est terminé, je le précise. Évidemment, il faut un peu de pub et il me propose de créer un compte. Et là, ça me valide que j'ai bien signé le document. Et qu'est-ce qui se passe, moi, du côté Kiseo Forms, qui attend les signatures? Je vais rafraîchir. J'avais qu'un seul signataire dans ma configuration et je vois que mon document est affiché maintenant comme complété. Donc, si je clique dessus, j'ai un document qui a été complété et qui reste stocké chez DocuSign. C'est un peu un coffre-fort. Et si demain, j'ai besoin de ressortir ce document, je ne vous le souhaite pas, mais dans le cadre d'un juridique, c'est ici que je vais venir le télécharger. DocuSign s'est chargé de signer numériquement ce document. Alors, je vois qu'on attend des concurrents de DocuSign. C'est prévu pour répondre aux personnes qui ont mis des informations sur le chat. DocuSign est le premier de la liste. Évidemment, au passage, si je retourne dans mon Google Drive, vous voyez, mon document pompe à chaleur, c'est bien aussi déposé. Si je retourne dans mon Google Sheet, la donnée que j'ai saisie pour DocuSign, c'est bien ajouté aussi. Donc, tout mon workflow fonctionne de A à Z. Je vois où Drive, c'est possible aussi, on étudie tout ça. La configuration DocuSign, toujours dans ce nouveau menu qui apparaît en 2023, configuration des automatisations. Vous avez un module signature électronique, donc qui ne s'appelle pas DocuSign, puisque quand on configure, on est censé choisir l'opérateur qu'on utilise. Aujourd'hui, il n'y a que DocuSign. Normalement, demain, on enrichira avec d'autres prestataires. D'accord? Et la configuration, je la survole. Mais en gros, on va choisir quel est l'export qu'on souhaite faire signer. Donc, moi, j'ai pris le PDF standard, mais évidemment, si vous avez des rapports personnalisés, on peut les sélectionner. Et puis après, on indique ces signataires, donc les personnes qui doivent signer ce document. On peut en mettre autant qu'on veut, d'accord? Pour la démo, c'était plus simple d'en mettre qu'un, mais on peut mettre 3, 4, 5 personnes. L'ordre des personnes, ce sera l'ordre de signature du document. Donc, si je mets Charles en premier et Christelle en deuxième, c'est bien Charles qui va signer le document en premier. Et une fois que Charles aura signé le document, c'est Christelle qui recevra un email pour signer à son tour le document. Et tout ça, tout le trajet du document, évidemment, on peut le suivre depuis le compte DocuSign. On peut utiliser aussi les balises, d'accord, des champs du formulaire, parce qu'il y a des fois, on ne sait pas qui on doit faire signer. Ça sera peut-être un client, sauf qu'on ne sait pas au moment de remplir le formulaire quel client ce sera. Donc, si on utilise les balises, ici, à la place de l'adresse email, au moment de saisir la donnée, on va renseigner une adresse mail, et c'est cette adresse mail qui sera utilisée pour envoyer le document à signer. Et puis, en dernière étape, évidemment, on a les conditions d'envoi. Donc, qu'est-ce que je fais signer si j'enregistre? Est-ce que c'est si je remplis un champ d'une certaine manière ou d'une autre? Je pense que vous connaissez tous ce système. Voilà, donc ça, c'est le module signature électronique qui est apparu cette année. Juste avant, je rappelle, on a vu le webbook. Et dans ce tout nouveau menu, dernière chose qui est apparue avant l'été, c'est ce qu'on appelle le push automatique et le transfert automatique. Je vais commencer par parler du push. Donc ça, c'est une intégration Kiseo Forms, d'accord? On ne fait pas appel à un prestataire extérieur. C'est nous qui gérons cette automatisation. Comment ça marche? Je vais sortir, je vais utiliser un autre formulaire que je vais appeler diagnostic de site. D'accord. Je vais utiliser à la fois le back-office pour saisir une donnée et l'appli mobile. Et là, le but du jeu, c'est que moi, j'ai des intervenants dans mon entreprise qui font des diagnostics, d'accord? Et sorti de ces diagnostics, on fait intervenir des corps de métier différents. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est quand je fais un diagnostic et que quelque chose apparaît comme non conforme, c'est que mon employé concerné reçoive directement l'information
pour qu'il sache qu'il a une intervention à faire et qu'il puisse remplir tout seul le formulaire. Donc, je vais vous faire un cas d'usage évidemment très très simple. Et c'est parti. Je vais me mettre dans la peau de celui qui fait le diagnostic. D'accord, donc j'arrive sur un site, je vais saisir une donnée. Donc, diagnostic, alors volontairement, je vais dire qu'on était le 12. D'accord, le nom du site, je ne suis pas très original, mais je vais reprendre Kizeo. L'adresse mail de contact, formation@kizeo.com. L'adresse du site, je mets très rapidement les informations. OK. Tac. Et puis, je fais mon diagnostic. Alors, je vérifie l'installation électrique. OK, super, les conformes. La plomberie, c'est conforme. Le chauffage, il y a un truc qui ne va pas. Il n'y a pas de production d'eau chaude. Non conforme. Et puis, la toiture, ça va, tout va bien. Diagnostic, OK. D'accord. J'ai fini mon travail de diagnostic. Et apparaît là-dedans qu'il y a un problème au niveau du chauffage. D'accord. Donc, le but du jeu, c'est qu'en enregistrant ce formulaire, j'ai mon employé qui est chauffagiste, soit prévenu et puisse aller intervenir. D'accord. Donc, vous allez voir, je vais enregistrer. Je vous demande de surveiller mon application à droite. Tac. Et vous avez vu, j'ai reçu une nouvelle donnée. Donc, évidemment, l'application à droite, je suis le chauffagiste. D'accord. Si je vais dans la boîte de réception, je vois effectivement que j'ai une intervention à Kizeo SAS à faire sur Avignon. Et si j'ouvre cette donnée, je vois que j'ai la date du diagnostic qui est déjà renseignée, le nom du site, l'adresse email et l'adresse du site. Vous avez vu que c'est ce que j'ai renseigné pendant le diagnostic. Et moi, du coup, j'ai plus qu'à faire mon intervention. Donc, date d'intervention, c'était le 14. Le type d'intervention, on a dit c'était une chaudière fuel. Enfin, il n'y a plus de production d'eau chaude. Et commentaires, il n'y avait plus de fuel. Voilà. Un peu basique. Mais voilà. Et je vais enregistrer ma donnée. Voilà. Dans mon historique ici, que je vais mettre à jour, ces données qui ont engendré le remplissage d'un autre formulaire, vous pouvez les reconnaître grâce à ce petit logo, d'accord, qui s'appelle données liées. C'est-à-dire que ça, c'est ma donnée de base, celle du diagnostic. D'accord. Et quand j'ai enregistré ce diagnostic, comme il y avait quelque chose qui était non conforme au niveau du chauffage, ça a généré une seconde donnée qui a été envoyée à mon chauffagiste et elle apparaît bien sûr ici. En cliquant sur ce bouton, je peux basculer sur le formulaire rapport d'intervention et aller voir cette donnée que je viens de renseigner, que mon chauffagiste a renseignée. D'accord. Et elle, pareil, elle est identifiée avec ce picto qui permet de voir qu'elle a été générée à partir de la saisie d'un autre formulaire. D'accord. Si je clique ici, je peux exporter un rapport, on l'a appelé le PDF compilé, c'est-à-dire que j'aurai le rapport de mon diagnostic et puis j'aurai le rapport de mon chauffagiste. D'accord. Et comment ça fonctionne ça? Vous devez créer un rapport personnalisé avec Word pour votre formulaire diagnostic site et vous devez créer un rapport personnalisé Word pour votre formulaire rapport d'intervention. Et une fois que vous avez créé ces deux rapports, nous, on se contente de fusionner les deux. Alors là, j'ai fait très simple, d'accord, mais vous voyez que la première page concerne le diagnostic avec le non conforme de mon chauffage. Et la deuxième page concerne l'intervention. Donc ça s'appelle le push automatique. Vous le trouvez dans le menu automatisation.
Les configurations, vous pouvez en faire jusqu'à 5 maximum. Donc, vous voyez là, pour l'exemple, j'avais fait celle de mon chauffagiste. Donc, c'est la configuration qui dit que si c'est non conforme, tu envoies un formulaire à remplir. J'avais fait pareil pour mon couvreur, pour mon électricien et mon plombier. Et c'est dans ces configurations qu'on choisit à qui on envoie évidemment le formulaire, hein, quel chauffagiste doit recevoir le formulaire en cas de non-conformité. C'est ici aussi qu'on dit toutes ces informations à gauche qui ont été renseignées dans mon formulaire diagnostic, ces informations, je veux qu'elles soient copiées-collées dans le formulaire d'intervention. Et puis enfin, comme d'habitude, les conditions d'envoi, est-ce que c'est quand j'enregistre, quand je modifie, est-ce que c'est que quand un champ est rempli? Donc là, vous voyez que ce scénario, ce workflow, se déclenche que si j'avais mis une non-conformité sur le chauffage. Et pour terminer avec ce nouveau menu 2023, c'est le transfert automatique. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent la fonction transfert de Kiséoforms, qui existe depuis de nombreuses années, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, lorsqu'on saisit une donnée, non pas de l'enregistrer sur l'appli mobile, mais de la transférer. Et ça, c'est un paramétrage qui se fait en général dans les options du formulaire. Donc, je vais prendre une demande de congé, d'accord, pour cet exemple. Et si je vais dans les options du formulaire, j'ai la possibilité ici d'autoriser le transfert de données entre utilisateurs. Quand je fais ça, et que j'enregistre cette option, et que je vais dans le formulaire demande de congé à droite sur mon application, vous voyez, j'ai le bouton transférer à qui est apparu en bas. Ça permet donc au technicien de dire je transfère ma demande à mon manager, par exemple, pour qu'il puisse me la valider. La problématique de ça, c'est que ça demande un paramétrage assez complexe. Tout le monde n'a pas le même manager. Quand on a des grosses équipes, il y a des règles en fonction des personnes. C'était assez complexe. Donc, on avait une demande qui était de pouvoir paramétrer ça en toute transparence. Donc, aujourd'hui, c'est possible. On n'est plus obligé de cocher cette case, autoriser le transfert. D'accord, je le décoche. Et dans les automatisations, on a possibilité de créer des scénarios. Donc, ça offre l'avantage que les personnes sur le terrain n'ont plus à réfléchir s'ils doivent cliquer sur transférer, pas transférer ou quoi que ce soit. En fait, eux, ils continuent leur saisie comme d'habitude et c'est bien la bonne personne qui recevra le formulaire. Je vous montre un exemple. Donc, je souhaite demander un RTT, par exemple. Et je veux le demander pour, allez, demain, c'est du dernier moment. Je vais signer ma demande. OK. Là, j'enregistre. Vous voyez, le bouton transfert n'existe plus. Il est grisé. Et à droite, normalement, voilà, mon manager reçoit sa donnée. Donc, ça se fait en toute transparence. Là, je vais pouvoir aller valider le RTT. Signer. Et pareil, j'enregistre. Je n'essaye pas de chercher s'il y a un bouton transfert, pas transféré, est-ce que ça part au bon endroit. Le workflow se fait automatiquement derrière. Donc, pour le rappel, menu automatisation, transfert automatique, les configurations, évidemment, c'est quelle personne on transfère, bien sûr, et puis dans quelles conditions. Est-ce que quand on enregistre une donnée, est-ce que c'est quand on a rempli certains champs, pas rempli certains champs? C'est la même chose. J'ai terminé pour cette partie intégration automatisation. Donc, si je récapitule, Zapier est apparu. Il permet aujourd'hui de connecter Kiséoforms à plein d'applicatifs, et très certainement ceux que vous utilisez tous les jours au bureau. On a ajouté le webbook. Donc ça, c'est pour
les informaticiens, d'accord, Zapier c'est pour monsieur et madame tout le monde, et les informaticiens aussi. Webbook c'est pour les informaticiens, donc Kiséoforms est aujourd'hui capable de dire coucou, on a une donnée enregistrée, je t'informe. Et après le service informatique fait ce qu'il veut de cette donnée. On a ajouté le module de signature électronique avec comme premier prestataire DocuSign. On a ajouté des automatisations, donc le push automatique qui permet de renseigner un formulaire A et quand on enregistre ce formulaire, d'envoyer un formulaire B à renseigner aux personnes de son choix. On a le transfert automatique qui vise à remplacer le paramétrage manuel du transfert qui existe depuis quelques années dans Kiséoforms. Et puis enfin, Dropbox qui a été déplacé ici, qui existait déjà, mais qui a pris sa place avec les autres automatisations. Bon, j'espère que tout le monde suit. Je vais passer au récapitulatif des autres nouveautés 2023 qui n'ont rien à voir avec les intégrations et les automatisations. Et j'ai un petit problème technique, je vais vous demander quelques secondes. Et c'est bon, ça va apparaître. Tiens, je retourne sur le formulaire. Je quitte. Et là, je vais ouvrir mon petit formulaire préparé pour l'occasion des autres nouveautés Kiséoforms 2023. Elles ont été communiquées dans les communications trimestrielles. Donc, c'est un rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas lu les communications trimestrielles. Une des nouveautés, ça a été d'empêcher la copie de la valeur d'un champ. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Quand on va dans les options d'un formulaire, je pense que vous savez qu'on peut autoriser ou non la copie des données. D'accord? C'est-à-dire que souvent, les agents de terrain reprennent une donnée qu'ils ont saisie précédemment et ils la copient. Comme ça, la donnée est renseignée et non plus qu'à modifier certaines informations ou adapter les informations. D'accord. Le problème de ça, c'est que des fois, si on a une cinquantaine de champs, voire une centaine de champs, on peut zapper un champ et ne pas penser à le vider, le supprimer et remplacer l'information. Donc là, on a proposé une option personnalisation et on peut décocher le ou les champs qu'on ne souhaite pas autoriser la copie. D'accord. Donc, par exemple, le premier champ, la valeur de ce champ ne peut pas être copiée. Je vais empêcher qu'il soit copié lorsque mon agent terrain copie la donnée. Oula, je crois que j'ai cliqué sur un autre. OK, j'enregistre. Je vais enregistrer mon formulaire. Et puis là, sur l'application, je vais mettre à jour. Et je vais aller dans les données envoyées. D'accord? Et puis là, je vais aller sur tout en haut, la première ligne, le formulaire des autres nouveautés Kiséoforms 2023. Et là, je vais ouvrir une donnée que j'ai saisie en préparant ce webinaire. Et vous voyez tout en haut, la première ligne, j'ai mis une information, test, copie, valeur. D'accord? Et puis j'ai renseigné tous les autres champs. OK. Mais là, dans ma configuration, j'ai bien dit, je ne veux pas que soit copié, la valeur de ce champ ne peut pas être copiée, c'est-à-dire la première ligne. Et donc, effectivement, si mon agent terrain clique sur copier, vous voyez que toutes les valeurs de tous mes champs ont bien été copiées, hormis le premier champ. C'est-à-dire que je veux, même si on fait la copie d'une donnée, que ce champ soit de toute façon renseigné à la main, même si c'est la même chose. Ensuite, il y a eu une autre option qui est apparue, qui était très très demandée ces derniers temps, c'était de pouvoir rendre obligatoire la saisie des sous-champs du champ contact et adresse. Qu'est-ce que c'est? Quand on utilise un champ adresse, par exemple, on a ces sous-champs, ces sous-items, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux renseigner dans mon adresse? Est-ce que je veux aussi le département, la région, le pays? Voilà. Donc, moi, je
Je souhaite avoir juste l'adresse, le code postal et la ville. Problématique, c'est qu'on a beaucoup de clients qui travaillent qui sont des prestataires et on leur demande de renseigner à tout prix ces informations. Et jusqu'à aujourd'hui, si on cliquait sur saisie obligatoire, il suffisait de mettre une lettre dans un des sous-champs et c'était validé. Donc ça a changé. Si on sélectionne ce champ comme étant obligatoire à la saisie, on peut après personnaliser si tous les sous-champs doivent être renseignés ou si que certains doivent être renseignés. Donc si vous avez l'étoile rouge, ça veut dire que là, je dois renseigner et l'adresse, et le code postal, et la ville, pour pouvoir envoyer ma donnée. C'est la même chose au niveau du champ contact. Je peux sélectionner quels sont les sous-champs à remplir, et si je clique sur la saisie obligatoire, pareil, je peux personnaliser cette information. Ensuite, il y a eu une petite nouveauté, c'est le tag NFC. Et j'en profite pour faire un petit rappel. Je suis désolé, j'ai oublié mon tag NFC. Le tag NFC pouvait être lu sur iOS et Android depuis des années, ça fonctionne. Mais on a une option dans les formulaires qui permet d'écrire sur un tag NFC. Et ça s'appelle c'est dans les options du formulaire. Dans les fonctions spéciales, on peut cocher une case qui permet de dire « j'écris dans mon tag NFC ». Alors quand j'écris, ce n'est pas l'agent terrain qui va écrire ce qu'il veut dans le tag NFC. On utilise les champs du formulaire pour renseigner l'information dans le tag NFC. Donc ici, je vais vous faire une démonstration avec la maintenance sur un ascenseur, par exemple. Donc, je prends l'application, d'accord. Je vais sur mon formulaire, les autres nouveautés qu'Iséoform. D'accord. Je renseigne, puis à un moment, vous voyez, j'ai écrire sur le tag NFC. Donc, je vais déjà lire mon tag NFC. Je ne sais pas si vous me voyez à l'écran, j'ai un petit tag NFC. Sur l'appli, je vais écrire sur lire. Je vais tapoter mon tag NFC et ça va m'informer que la date de la dernière maintenance de mon ascenseur ça a été faite le 8 décembre 2023. D'accord, hein, c'est ce que vous voyez qui s'est renseigné dans mon champ. Et puis aujourd'hui, je fais ma maintenance, et ma maintenance, c'est le 14 décembre 2023. D'accord, très bien, je rentre ça, j'ai fini de renseigner ma maintenance, je vais enregistrer mon formulaire, l'envoyer, et là, on va me demander de taper le tag NFC. Donc j'y vais, hop, je le flash, et mon formulaire est envoyé. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Si je retourne dans mon formulaire et que cette fois-ci, je reflash mon tag NFC, vous allez voir que la date a changé et c'est bien celle d'aujourd'hui qui est affichée dans mon tag NFC. Cette fonctionnalité-là était valable, ne fonctionnait que sur Android. Il y avait des complications avec iOS qui faisaient qu'on ne pouvait pas le faire fonctionner et depuis cet été, ça a été débloqué. Ensuite, il y a eu le champ calcul et des nouvelles fonctions qui sont apparues. Et vous les trouverez dans la partie calcul, fonctions, et elles ont été ajoutées à la suite de racine carrée qui était apparue l'année dernière, cosinus, sinus, logarithme, puissance et exponentielle. Pardon. Il y en a d'autres qui vont arriver dans le courant de l'année. Là, c'est pour les matheux. Et puis enfin, il est désormais possible de déclencher l'envoi d'un email grâce au champ signature. Ça n'était pas possible jusqu'à aujourd'hui. Ça peut paraître bizarre, mais ce n'était pas possible. Donc quand vous créez un scénario email, d'accord, dans vos formulaires, ou plusieurs scénarios email, si vous allez dans les onglets avancés, dans l'onglet avancé, et que vous voulez ajouter un filtre, c'est-à-dire une condition de déclenchement, vous pouvez désormais sélectionner un champ signature et décider que l'email est envoyé si le champ signature a été signé ou pas signé. Voilà pour les autres nouveautés 2023. J'espère que vous me suivez toujours et je vous propose de passer à la dernière partie qui est la mise à jour automatique d'une liste.
Donc la partie 1, bah, écoutez, on l'a faite. Et les autres nouveautés aussi. Et on va passer à la mise à jour d'une liste. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre un formulaire, plus d'appli mobile, je vais tout faire à l'écran et je vais simuler des cas d'usage. Je vais aller saisir une donnée et puis je vais commencer par ce qu'on appelle modifier une information dans une liste. On va dire que je fais une maintenance sur une voiture, d'accord? Je vais sur le modèle. Allez, on va rester chez les Français. Je vais prendre une Peugeot et je vais prendre la Peugeot 5008. Tout le monde connaît ce fonctionnement, je pense. J'ai un champ liste couplé à une liste externe, on appelle ça dans notre jargon. Et puis en dessous, j'ai des champs références, c'est-à-dire que par rapport au choix que j'ai fait, j'affiche des informations. D'accord. Bon, là, j'ai décidé d'afficher le kilométrage de ma voiture et sa couleur. D'accord. Vous voyez que le champ kilométrage, je l'ai mis en modification. C'est-à-dire que, bah oui, la dernière maintenance, il y avait 51 734 km, mais aujourd'hui, bah, elle en a 80 000. Donc, je vais le noter. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on enregistrait cette information, elle était dans la donnée, mais par contre, au niveau de ma liste, ça restait à 51 000 et quelques kilomètres. D'accord. Je pense que dans le public aujourd'hui, vous savez que la parade était soit de changer manuellement la liste, ou via API, via SharePoint, bah, de faire modifier cette liste. Là, j'ai rien branché du tout. Je vais enregistrer mon information. Donc, vous avez vu, j'ai ma 5008 est passée à 80 000 km. J'enregistre. Ma donnée est enregistrée. Prochaine maintenance, je vais saisir une donnée. Je vais rechoisir mon modèle, la Peugeot 5008. Et désormais, c'est bien 80 000 km qu'elle affiche. Donc, cette information a bien été enregistrée dans ma liste. Je vous montre un autre usage que vous pourrez bientôt faire, c'est ajouter une information dans une liste. J'ai pris un exemple, par exemple, j'ai une formation aujourd'hui, j'ai des participants et je coche le nom des participants au fur et à mesure qu'ils arrivent. Puis, pas de chance, à un moment donné, il y a un participant, il n'a pas été enregistré dans ma liste. Ok, bon, je clique sur « Ajouter le participant ». Je vais rajouter formateur Kiseo, 55, modèle, code postal 84 000, la ville Avignon. Ok, j'enregistre. Et la prochaine fois, si je vais saisir une information, je vais dans ma liste, nom des participants. Normalement, j'ai bien mon formateur que je viens de saisir, d'enregistrer, qui apparaît. Et enfin, dernière chose, une petite gestion de stock. Donc, par exemple, je veux acheter de l'outillage, enfin, récupérer de l'outillage et, par exemple, une perceuse. D'accord. Donc, même principe, j'ai ma liste qui affiche que j'ai 30 perceuses en stock. Le prix, c'est 84,99 €. Et moi, là, j'en ai besoin de 2. OK, pour un montant total de 169,98 €. Donc, j'en avais 30 dans le stock. Vous serez d'accord avec moi. Si j'en prends 2, il doit en rester 28. J'enregistre. Je saisis une nouvelle donnée. Je veux aller rechercher une scie dans mon stock. Et ça n'a pas marché. Bon, et écoutez, j'ai dû faire une bêtise. Bon, vous avez compris. Je vais aller vérifier si je trouve quel était le problème. Stock quantité, pourtant tout a l'air plutôt correct.
si je regarde la donnée que j'ai saisie, j'ai pourtant l'automatisation qui s'est bien déclenchée. Mais bon, je suis désolé, ça n'a pas marché. Et je ne sais pas pour qui. Autant pour moi, j'ai été trop vite. C'est juste que j'ai pas pris la bonne... C'était perceuse que j'avais pris. Ok, autant pour moi. Merci. Donc vous avez suivi, j'avais pris 2 perceuses en stock. Il y en avait 30, c'est bien descendu à 28. Une nouvelle personne veut en prendre, j'en prends 2 de plus. Allez, on le refait. Ok, j'enregistre. Donc normalement, je devrais descendre à 26 en stock. Je vérifie. Gestion des stocks. Et donc là, je ne vais pas me tromper, c'est bien des perceuses. Et mon stock est bien descendu à 26. Donc c'était un début d'avant-première de 2024. C'est une automatisation qui sera ajoutée dans le menu des formulaires. Ça s'appelle aujourd'hui liste avancée. Je ne sais pas si quand on le donnera au grand public, s'il restera avec ce nom-là. Et ici, on peut configurer, comme vous l'avez vu, de l'ajout d'informations dans une liste, de la modification d'informations, et puis on peut faire une petite gestion de stock, c'est-à-dire des petits calculs directement dans la liste. J'ai fini pour la présentation. Alors, je vois, je lève la tête, c'est pour quel trimestre? Alors, j'ai toujours peur d'avancer parce que, vous avez vu, elle fonctionne, hein. Mais après, il faut faire les communications, décider du bon moment. Et pour aller plus loin avec cette feature, il y avait donc cette possibilité de mettre à jour sans passer par une API, sans passer par un logiciel externe, d'accord? Donc ça, on sait que c'était très attendu, ça va arriver. Mais il y a aussi une deuxième chose qu'on fait avec ces listes, c'est que beaucoup d'utilisateurs se plaignent à un moment donné que le chargement de l'application le matin est long. Parce que plus on a de formulaires et plus on a de listes, plus évidemment, ça fait de l'information à charger dans l'application mobile. Donc, le côté technique de cette nouveauté, c'est que derrière, dès qu'on va faire une modification sur une liste, par exemple, mon stock, j'ai pris 2 perceuses, en fait, on va envoyer à l'application que le 2 de la ligne qu'il faut changer. Donc, ce qui fait que ça devrait réduire considérablement les temps de chargement de l'application. Donc, on ne sait pas encore si on attend que ce développement soit tout à fait testé et terminé pour sortir cette nouveauté, ou si on se dit que dans un premier temps, on sort cette nouveauté sans l'optimisation du côté de l'appli mobile. Et voilà, là, vous savez tout. Donc, cette nouvelle feature qu'on appellerait liste avancée permet donc de modifier, d'ajouter des informations, d'accord, donc Iseoforms, par rapport à ce qu'on a saisi dans une donnée, et en plus, devrait optimiser les temps de chargement de l'appli qui sont surtout dus à ces chargements de des listes externes, puisque aujourd'hui, si vous avez une liste externe avec, je ne sais pas moi, 100 000 lignes, 100 000 choix, si vous faites une modif, c'est-à-dire vous changez une lettre dans votre liste externe, et tous vos utilisateurs sur le terrain se retrouvent à devoir recharger toute la liste entièrement. Donc, si on doit récapituler pour 2024, ce qui attend un peu, c'est ça, cette nouvelle feature. Oui, donc premier trimestre, je ne voudrais pas m'avancer. On va faire le maximum pour que vous l'ayez très vite. On va compléter l'offre Zapier avec Make. Ça devrait arriver aussi dans le premier trimestre. Ça devrait être dans le premier trimestre. Et une autre surprise. Et après, on est sur beaucoup sur ces histoires de signature électronique. Donc, comme il y en a qui l'ont demandé, est-ce qu'il y aura que DocuSign? Est-ce qu'il y aura d'autres prestataires? C'est prévu, mais aujourd'hui, voilà, on est en train de réfléchir à tout ça. Et il y a aussi un sujet autour de l'horodatage, puisqu'il y a la signature électronique qui commence à être demandée, mais il y a aussi, vous l'avez peut-être rencontré ou entendu, on va nous demande de plus en plus d'horodater les données enregistrées, de les certifier. Donc, quand on fait une signature électronique, en fait, il y a ce système d'horodatage qui est enregistré derrière. Mais là, l'idée est de proposer l'horodatage sans forcément proposer la signature électronique. Donc, c'est les chantiers qui nous attendent pour 2024. Il n'y a pas que ça, mais en tout cas, c'est déjà une bonne partie. Et je vous propose d'accueillir Patrick,
qui devrait nous rejoindre, qui a dû récolter toutes les questions et bien, on va faire le maximum pour répondre aux différentes questions. Et je vous remercie parce que j'ai vu plus ou moins le chat défiler pendant que je parlais. Et merci pour tous les commentaires. Salut Patrick. Bonjour Charles, bonjour à tous. Oui, beaucoup de questions. On va essayer de répondre aux principales et celles qui ont été relevées par plusieurs personnes. Donc, je vais commencer par celles qui ont été posées au départ. Donc, ça concernait essentiellement les intégrations et on avancera comme ça au fur et à mesure. Donc, la première était de Hugues qui demandait s'il existait une solution pour pousser de la donnée avec une date vers Outlook. Et une autre question qui rejoint un peu celle-là a été posée par Stéphane concernant la possibilité d'écrire dans OneDrive. Je regroupe ces deux questions parce qu'en fait, Zapier inclut différents logiciels Microsoft. Je dirais pour pas dire tous. Après, je ne les connais pas tous parce que, comme vous l'a dit Charles, il y a plusieurs milliers d'applications qui sont prises en compte par Zapier. Mais effectivement, vous pouvez, à partir de Zapier, vous diriger vers une multitude d'autres applications. Il y a du Trello, il y a Monday, il y a tout ça. Voilà, je vous laisse les découvrir. On ne va pas toutes les citer là. Mais oui, vous pouvez faire ce que l'on a fait, la démonstration que Charles a faite. Vous pouvez également le faire avec Outlook ou OneDrive. Une autre question était de Jérôme, est-ce que ça fonctionne dans l'autre sens également? C'est-à-dire pré-remplir des formulaires depuis un Google Sheet. Alors, oui, vous pouvez également le réaliser. Alors, soit en déclenchant, mais pareil, comme nous, il existe un trigger sur Kizio Forms, il en existe également sur Google Sheets, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne, par exemple, vous pouvez déclencher un push, ou vous pouvez dire régulièrement, je viens lire dans le Google Sheet, regarder les nouvelles lignes qu'il y a et traiter ces nouvelles lignes en les envoyant à Kizio Forms par le module donc de push qui existe dans Zapier. J'espère que je ne vais pas trop vite. Il y avait également une question de Corentin. C'était, est-ce qu'on prévoyait un lien vers Power Automate? Alors là, je ne vais pas moi pouvoir répondre. Je pense qu'à aujourd'hui, on s'est limité à Zapier. On est en train de voir pour l'étendre à d'autres, mais qui vont rester dans ce type-là. C'est pas une réponse à laquelle on peut répondre aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on va faire remonter au niveau des demandes d'amélioration. Mais dans tous les cas, on vous reviendra vers vous pour vous le dire. Je te coupe, Patou. Je peux apporter un peu d'infos, d'éclaircissement que j'ai pas parlé pendant le webinaire, mais en fait, s'intégrer avec Zapier, avec Make prochainement et pourquoi pas pour Power Automate demande des discussions et des échanges avec ces applications. On a parlé avec eux, ils nous demandent, ils nous envoient un petit cahier des charges en fait. On est obligé de suivre des points, etc. Des fois, il faut devenir partenaire. Enfin, voilà, c'est. En fait, il n'y a pas que le développement, c'est derrière aussi, il y a énormément de temps d'échange avec ces personnes-là. Et Power Automate fait partie des plus compliqués. C'est pas les plus simples. Donc, c'est ce qui explique aussi que, voilà, je vois dans le chat, c'est bien résumé. Donc, pour répondre à Patou, on l'a bien répertorié. On le sait. Notre volonté, en tout cas aujourd'hui, est d'essayer de proposer le plus rapidement, efficacement possible les choses. Et voilà. Donc la porte n'est pas fermée, n'est pas ouverte. On ne peut pas vous dire oui, on ne peut pas vous dire non, mais ça fait partie des choses qu'on surveille et qu'on regarde. Merci Patou. Merci à toi, Charles. Donc j'avais une question également de Jérôme. Dans le cas d'une modification d'un enregistrement, est-ce que le document Google Sheet sera mis à jour? Alors, Charles l'a montré, vous pouvez déclencher sur différentes actions sur la donnée. C'est-à-dire, vous avez la première action, c'est l'enregistrement, effectivement, mais vous avez également un déclenchement qui peut se faire sur une modification, sur un push, sur une réception, c'est-à-dire à partir du moment où la donnée est reçue sur le mobile, et également l'effacement. C'est-à-dire que une donnée qui est effacée, on déclenche. Et en fonction de tous ces déclencheurs, vous pouvez vous construire un scénario différent ou faire vos tests dans le scénario pour dire, voilà, si je reçois
une donnée qui est modifiée, plutôt que d'aller directement ajouter dans mon Google Sheet une ligne, hein, donc de faire un ADDO qui est disponible dans Zapier, vous allez, dans un premier temps, aller chercher la ligne qui correspond à la donnée. C'est d'ailleurs, je vous invite à utiliser une colonne, vous allez mettre l'ID de la donnée Kiseoforms pour la répertorier. Ce sera une clé unique au moins. Vous allez aller chercher cette clé dans le Google Sheet et à partir du moment où vous allez récupérer l'information de la ligne, vous dites, sur cette ligne, je mets mes nouvelles données, mes nouvelles informations que j'ai reçues de la donnée. Donc là, au lieu d'avoir directement, je reçois c'est-à-dire je reçois mon information de Kiseo et je vais l'écrire dans Google Sheet. Dans un premier temps, vous allez rechercher. Donc, vous avez un module supplémentaire à mettre pour aller rechercher l'information dans le Google Sheet. Mais oui, c'est possible. Après, une question de Eric. Je vois qu'il faut indiquer de nombreuses informations sensibles dans Zapier. Alors, quid de la sécurité de ces informations? Le compte, le mot de passe, tout ça. Alors oui, ce qu'il faut bien prendre en compte dans l'utilisation de ce type de logiciel, c'est que toutes les données de Kiseoforms vont transiter par les serveurs de Zapier. Après, vous avez la possibilité dessus de souhaiter ou pas que les données soient persistantes, mais dans tous les cas, les informations de tous vos comptes vont être stockées chez Zapier et les données de Kiseoforms vont transiter. Bon, pour tout ce qui est sécurité, moi je vous invite quand même à lire directement les documents de sécurité de Zapier qui répondront nettement mieux aux questions que ce que moi je peux le faire. Une autre question de Hicham. Quelle est la différence entre Zapier et Power Automate? Je ne connais pas trop Power Automate, mais en gros, ils font le même boulot. C'est simplement que dans un, nous, on y est. Dans l'autre, comme l'a expliqué Charles, il y aura ou pas des possibilités pour qu'on y soit. Mais c'est en gros le même principe, hein, c'est vous automatisez des actions. La question de Pascal, faut-il un compte Zapier par utilisateur ou par entreprise? Alors, par utilisateur, je ne sais pas si vous parlez des utilisateurs Kiseoforms ou des utilisateurs Zapier, mais en gros, si vous voulez, vous pouvez dans Zapier déclarer plusieurs connexions à Kiseoforms, c'est-à-dire avoir un token. Si vous avez par exemple 10 chefs de groupe, vous pouvez demander un token pour chacun des chefs de groupe. Et à partir de là, vous aurez 10 connexions différentes. Et en fonction des saisies, hein, comme on l'a vu, vous pouvez filtrer qui envoie quoi et quand est-ce que c'est déclenché. Vous pouvez actionner telle ou telle information et donner accès aux données. Par exemple, si vous avez si vous voulez faire une requête pour aller chercher un document PDF ou autre, si la personne n'a pas droit, elle ne l'aura pas. Donc voilà, en gros, donc vous pouvez gérer plusieurs comptes utilisateurs Kiseoforms sur un seul compte Zapier. Après, si vous êtes plusieurs utilisateurs sur Zapier, il vous faudra certainement plusieurs comptes. Mais là, pareil, je vous invite à consulter la base des tarifs de Zapier parce que vous aurez de meilleurs renseignements que ce que je pourrais vous donner moi. Mohamed demandait si la fonctionnalité de DocuSign était payante. Alors, l'intégration de DocuSign chez Kiseoforms est accessible gratuitement. C'est-à-dire, vous l'avez à partir du moment où vous avez un contrat chez Kiseo. Par contre, il est nécessaire d'avoir un compte DocuSign. Et là, oui, pareil que Zapier, il va falloir prendre un abonnement, très certainement. Et vous devrez avoir un abonnement payant chez DocuSign pour pouvoir faire signer vos documents. Mais chez Kiseoforms, il n'y a pas de coût supplémentaire. Une question de François, c'est toujours sur DocuSign. Il faut un compte par licence utilisateur ou un compte pour l'entreprise. Alors là, pareil, allez voir chez DocuSign parce que je pense que, vous l'avez vu, hein, l'intégration de DocuSign est accessible uniquement aux administrateurs. Je ne sais pas si Charles l'a dit, je ne me souviens pas. Et donc, à partir de là, vous avez un compte.
DocuSign. Donc, vous n'aurez qu'une connexion DocuSign au niveau de Kiseo Forms. Donc, je pense qu'il vous faut un seul compte. Et à partir de là, vous allez donner la possibilité à différentes personnes de pouvoir valider les accès à la signature électronique. Pardon. Une question de William. Lorsqu'une donnée remplie est en attente de signature sur DocuSign, apparaît-elle dans l'historique des données sur Kiseo? A-t-elle un statut spécial? En fait, Kiseo est indépendant de tout ça. C'est-à-dire que Kiseo, à partir du moment où vous avez enregistré votre donnée, c'est à ce moment-là que nous allons envoyer les informations vers DocuSign pour que le document soit signé. À partir de là, nous, je dirais, la seule information qu'on va vous retourner, c'est que on a bien envoyé le document chez DocuSign et tout ce qui va se passer derrière, on n'a plus de retour. Voilà. Le seul retour que l'on affichera, c'est on a envoyé l'information chez DocuSign, DocuSign nous a confirmé la bonne réception ou DocuSign nous a signalé une erreur. Mais ça va s'arrêter là. On n'a pas de vision après. C'est bien ça, Charles? Je ne me trompe pas? Oui, pour illustrer, c'est vrai que j'en ai pas parlé pendant le webinaire, mais quand vous avez envoyé une donnée, je pense que vous connaissez sûrement ce menu historique de la donnée. Donc, on voit que je l'ai enregistré, d'accord, à 11h25. On voit que l'automatisation Zapier s'est déclenchée. Et si vous avez une petite validation verte, ça veut dire que pour nous, c'est parti chez Zapier. Donc, Zapier maintenant fait sa tambouille. Pareil pour le Google Sheet. Et c'est pareil pour le DocuSign. C'est parti à 11h25. Nous, on a bien eu l'info de DocuSign comme quoi il avait réceptionné ce document. Maintenant, on laisse DocuSign faire sa tambouille. C'est bon, peut-être. Merci, Charles. Alors, une question de Jérôme. Pour le fonctionnement du push présenté, est-ce qu'une notification est transmise sur le mobile sans avoir obligatoirement ouvert Kiseo Forms? Ça fonctionne un peu le même principe que le push standard, hein. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le push standard, vous recevez une notification comme quoi vous avez reçu des nouvelles données dans votre boîte de réception. Le push auto, même fonctionnement, sauf que c'est automatique. Encore une question de Jérôme. Sur le push automatique, pouvons-nous faire un push d'après le résultat d'une ligne d'un tableau? Alors, aujourd'hui, c'est toujours pas possible de pouvoir mettre des tests ou mettre des conditions en place à partir d'une ligne de tableau. Mais pourquoi? Tout simplement parce que nous, les lignes de tableau, c'est 1, 2, 3, 4. Si vous voulez tester la troisième ligne, à la limite, on pourrait dans certains cas, mais tester l'ensemble des données, ça, on ne peut pas. Donc, pour ça, ce que j'invite toujours à faire, c'est de mettre un champ calcul qui, lui, va faire le test que vous souhaitez réaliser sur chaque ligne. Et à partir du moment où le test est valide, en fait, vous mettez un 1 au lieu d'un 0. Et à la sortie de ce tableau, vous mettez un champ calcul avec une somme et vous dites, s'il y a le 1, ça veut dire que j'ai ma condition qui a été vérifiée. Voilà. Après, tout dépend également des conditions. Si vous voulez vérifier des utilisateurs ou des valeurs de liste, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, j'ai une autre question, c'est sera-t-il possible d'ajouter de nouvelles lignes dans une liste externe via un formulaire? Donc là, on passe au niveau des listes externes. Alors oui, c'est possible d'ajouter une liste externe. Là, on a montré la modification, mais ça peut être aussi un ajout. Donc, ça marche très bien. C'était également une question de Dominique. Donc, ils étaient deux à avoir posé cette question. Manuel qui demande, peut-on choisir qui a la possibilité de modifier automatiquement la liste externe? Alors, je ne comprends pas trop la question, mais oui, on peut dire que il y a des conditions, vous mettez dans la mise en place des scénarios de mise à jour de liste externe, vous avez la gestion des filtres avancés. Et donc, à partir de là, vous pouvez dire, si c'est tel utilisateur, on exécute si c'est tel utilisateur et on n'exécute pas si c'est pas cet utilisateur-là, ou si l'utilisateur ne fait pas partie de cette liste. Je te laisse le montrer en cas, Charles. Oui, je me permets de manipuler. J'espère que ça ne perturbe pas trop par rapport à ce que tu dis, Patrick. Mais oui, l'idée pourrait être, si on a bien compris la question, de dire, hop, cet utilisateur
égale l'utilisateur 1, je dis n'importe quoi, je valide. Bon, en gros, si c'est cet utilisateur, oui, on déclenchera l'ajout dans la liste. Par contre, si c'est l'utilisateur 2, là, ça ne marchera pas puisqu'on ne l'a pas mis dans les conditions. Donc, c'est ce que tu viens de dire, peut-être. Bon, parfait. Merci, Charles. Alors, je suis en train de rechercher parce que j'ai vu passer des questions par rapport au connecteur BI. Alors, par rapport à Zapier et le connecteur BI. Donc, je ne me souviens plus qui a posé ces questions. Je ne les retrouve pas. Mais en gros, l'idée, c'était est-ce qu'on peut directement alimenter un Power BI ou est-ce que Zapier, ça va remplacer le connecteur BI? Alors, je dirais que en fonction de ce que vous avez besoin, vous pouvez effectivement utiliser Zapier un peu comme le connecteur BI, c'est-à-dire vous allez alimenter un Google Sheet ou un fichier Excel ou une base de données. À partir de là, vous allez récupérer, si vous avez Power BI par exemple, vous pouvez aller récupérer directement dans votre base de données les informations. Et comme on l'a vu, il est possible d'ajouter, il est possible de modifier, il est possible de supprimer une donnée dans un Excel ou dans une base de données ou dans un Google Sheet. Donc, à partir de là, vous pouvez tenir une base de données à jour. Je vais partir plutôt sur la base de données. Vous pouvez maintenir à jour une base de données en fonction des actions qui seront réalisées sur un formulaire, avec l'ajout, la suppression, la modification des données. Et ce qui fait que, après, vous, avec votre Power BI ou avec votre Excel, ou quelque logiciel que ce soit, allez directement chercher vos informations dans la base de données et vous allez effectivement mettre en place, je dirais, un similaire du connecteur BI. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Écoutez, j'ai fait à peu près le tour des questions essentielles qui étaient reprises par un certain nombre de personnes. Je vais te laisser terminer, Charles. Du coup, c'était tout bon. Oui, je regardais aussi si on n'avait pas oublié quelque chose. Alors, il est apparu des nouvelles questions pendant que voilà. Je me doutais. Alors, oui, ça c'est une question. C'est la toute dernière, celle de Mourad. Je sais pas. Moi, j'ai pas la réponse là aujourd'hui, Charles, mais peut-être. Je la vois pas. Moi, je suis désolé, j'ai pas l'écran. D'accord. Alors, en fait, c'est dans la mise à jour des listes. La donnée d'origine est historisée ou remplacée. Alors, elle est remplacée. En fait, on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas de versionning des listes avancées ou des listes externes. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous apportez une modification à une information, l'ancienne information a disparu. Oui. Ouais. Pour compléter juste, parce que en fait, le sujet, il a été bien sûr discuté, il a été mis de côté, c'est-à-dire provisoirement, c'est-à-dire que dans une première version, donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure, on va dire que la première version, c'était, bon, déjà, on peut faire ces modifs, on peut ajouter, et on se doute bien que derrière, historiser sera certainement nécessaire, surtout sur des workflows un peu complexes. Mais on a volontairement dit, si on veut sortir une V1 et qu'on se met aussi à faire ce chantier, ça va en avoir encore pour plus de mois. Donc, Mourad, aujourd'hui, on le sait, c'est à l'état de projet, il y a déjà des choses écrites dessus. Maintenant, à quel moment ça va commencer à être développé, à être fait, je peux pas le dire aujourd'hui. Première étape, c'est déjà de proposer cette nouvelle fonctionnalité. La deuxième, c'est qu'en plus, l'appli vienne se greffer et puisse synchroniser plus rapidement tout ça. Et puis après, on va avoir les étapes suivantes qui vont peut-être être d'historiser ou peut-être autre chose. On va voir aussi avec les retours des utilisateurs. Alors, j'ai aussi une question là de la part de Rémi. Sera-t-il possible d'importer des données dans la gestion des stocks si nous faisons les commandes via un autre logiciel? Je dirais, il y a deux méthodes déjà, je sais pas si, parce qu'à des moments donnés, j'étais un petit peu absent, j'étais dans les questions, mais je ne sais pas si tu as montré, mais une liste avancée, aujourd'hui, vous avez la possibilité de la créer en intégralité à partir de l'import d'un fichier Excel. C'est-à-dire, vous récupérez un fichier Excel, vous le déposez et automatiquement, on va vous créer toute votre liste. Et donc, vous pouvez importer déjà une gestion de stock que vous avez déjà en cours. Et si vous travaillez avec un autre logiciel et que vous gérez votre stock sur un autre logiciel, eh bien, Zapier est là. Et je dirais, en fonction du logiciel que vous avez, en espérant qu'il soit dans Zapier, vous allez pouvoir faire la connexion entre les deux.
Et si votre logiciel n'a pas la chance d'y être, ben, vous avez toujours nos API qui sont là et qui vous permettent de pouvoir connecter les deux logiciels, donc votre logiciel de gestion de stock et Kiséoforms. Oui, pour confirmer tout, c'est ça. Il y a bien l'API qui sera disponible avec les listes avancées. Elle a été évidemment étudiée pour aller dans les deux sens. Zapier, aujourd'hui, si vous y allez, vous ne verrez pas la partie liste avancée, mais elle est développée derrière. Pour l'instant, elle est cachée, donc elle permettra aussi de communiquer dans les deux sens, comme l'a dit Patrick. Donc, normalement, c'est oui à la question. Merci Charles pour la validation. Pour moi, voilà, je pense avoir répondu aux principales questions. Ben oui. Bon, il en reste d'autres, mais comme on vous l'a expliqué au départ, en fait, on vous répondra en particulier après ce webinaire. Donc, pour une semaine prochaine, on vous répondra directement par mail. Oui. Puis on s'était dit qu'il y avait 1 heure de démo et un quart d'heure, 20 minutes de questions. Donc, on est parfait. Je vais finaliser le webinaire juste en rappelant les ressources disponibles. Donc, le nouveau centre d'aide, mais qui prend la place de nos tutoriels. J'espère qu'ils vous faciliteront la recherche d'informations si besoin. Il y a Community, la plateforme d'entraide. La bibliothèque de formulaires qui permet déjà de piocher dans des formulaires qui existent. Et puis, nos vidéos de démo sur la chaîne YouTube pour apporter un peu plus d'infos. Tout ça, vous l'avez grâce au petit bouton point d'interrogation en bas à droite dans le back-office. D'accord? Donc, tous ces liens vous emmèneront sur la chaîne YouTube, sur Community, et le glossaire vous emmènera vers le nouveau centre d'aide. Et je pense qu'on est pas mal. Il y a les tutoriels. Patrick, si tu veux mettre les liens, je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Je vais les mettre à l'instant. Sur le chat, voilà, si certains veulent tout de suite récupérer les tutoriels principaux de ce qu'on a vu pendant ce webinaire. Le contact, mais je pense que vous le connaissez tous. Et je sais que le marketing me demande de vous passer un message. Vous recevrez évidemment un petit mail suite à ce webinaire, vous demandant d'évaluer le webinaire. C'est quelques minutes qu'on n'a pas, mais si vous avez la possibilité de l'apprendre, ça nous fait des retours et vous savez comment c'est, ça permet de s'améliorer. J'ai également mis le lien dans la conversation pour ceux qui voudraient y aller de suite. Et on vous souhaite un bon appétit. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et puis des belles fêtes de fin d'année. Ça y est, ça approche. Merci à tous et bonne fête à tous. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.